Jean-Michel Quillardet, bonjour. Bonjour. Merci d'être ici sur ce plateau. Alors vous êtes avocat et grand maître du Grand Orient de France depuis depuis plus de 2 ans. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment et pourquoi vous avez rejoint les francs-maçons? Oh, c'est une longue histoire qui remonte à plus de 20 ans maintenant. Je crois que pour 2 raisons. Une raison filiale, puisque mon père était maçon et est toujours maçon, à 83 ans, actif dans sa loge. Et comment on le sait, pardonnez-moi, ça va être beaucoup ça avec vous, hein, Oui. pour ne pas perdre le fil, comment on sait quand on est enfant que son père est franc-maçon? C'est-à-dire que mon père rentré en maçonnerie, j'étais déjà adolescent, donc je faisais partie d'une famille où on parlait. Et puis je pense que mon père a toujours été sur la même ligne que moi en tant que franc-maçon, c'est-à-dire qu'il était fier d'être franc-maçon, donc il ne le cachait pas. Donc en effet, son exemple, son image m'a donné envie de rejoindre la franc-maçonnerie, parce que pour moi c'était un lieu de débat, un lieu d'échange d'idées, sans a priorisme. On pouvait rencontrer des gens de droite républicaine, des gens de gauche, des croyants, des non-croyants. Et ça m'intéressait parce que je m'intéressais aux questions de société, à la politique des idées, mais j'avais quelques scrupules à rentrer dans un parti politique parce que, évidemment, dans un parti, ce qui est parfaitement légitime, il y a une discipline de groupe, il y a une discipline de doctrine, ce qu'on ne trouve pas dans la franc-maçonnerie, qui est l'intelligence du contradictoire. Donc il y a eu à la fois, en fait, l'image du père et puis mes propres convictions qui se sont trouvées en adéquation avec ce que m'offrait la franc-maçonnerie. Donc la franc-maçonnerie comme alternative à la politique. En quelque sorte, on pourrait dire ça. Alternative à la politique et la possibilité d'avoir dans la société un véritable engagement, mais un engagement sur des grandes valeurs, sur des principes, et qui n'est pas un engagement partisan. Vous disiez, chez moi, on n'avait pas honte d'être franc-maçon, c'est pour ça que ça n'a jamais été caché. Pensez-vous, sincèrement, que ceux qui cachent leur engagement dans la franc-maçonnerie pourraient en avoir honte, parfois ? C'est-à-dire que les francs-maçons n'ont pas honte d'être francs-maçons, mais quelquefois, ils ont un petit peu peur de se déclarer parce qu'on a une très mauvaise image. Alors on a une image souvent dans certains milieux d'affairistes, de carriéristes, de gens qui, dans le secret de nos loges, font des choses pas très claires. Et je crois que c'est la raison pour laquelle certains ne veulent pas se dévoiler. Moi, je leur demande, en tant que grand maître du Grand Orient de France, au contraire, de dire que je suis franc-maçon, vous me connaissez, vous voyez ce que je fais. Eh bien, voilà, je suis franc-maçon, et pour ainsi montrer qu'un franc-maçon, c'est quelqu'un comme tous les autres, mais tout simplement qui se réunit une fois tous les 15 jours avec d'autres pour réfléchir sur les grands problèmes du monde, sur les grands problèmes de société et pour se mieux former. Donc je crois qu'il faut encourager tous les membres de toutes les familles maçonniques et en particulier les membres du Grand Orient de France à se révéler être francs-maçons parce que nous devons être fiers de notre histoire. Parce que la franc-maçonnerie, c'est aussi derrière nous, depuis le début du XVIIIe siècle, tous ceux qui ont combattu pour la liberté de conscience, pour les grandes libertés publiques, pour les droits de l'homme, pour la laïcité en particulier. Donc oui, je crois que nos combats d'aujourd'hui sont à la dimension des combats de nos ancêtres. Et pourquoi, en effet, ne pas le dire et pourquoi ne pas en être fier? Oui, c'est étrange, on est fier au fond des figures notoires de la franc-maçonnerie, qu'on élève en exemple au début, la fin, peu importe, de chaque article de presse, de chaque livre. Cela, on en parle parce qu'on en est fier. C'est comme une espèce de pub. Hein. Et puis en même temps, effectivement, comme vous le disiez, on se dévoile assez peu. C'est un paradoxe. Oui, c'est un paradoxe. Je crois que vous avez raison. Eh bien, qui tend cependant à changer. Moi, j'ai l'impression quand même, je me déplace beaucoup en France, je vois beaucoup de frères qui, sur le plan local, organisent des réunions publiques, font venir un certain nombre de gens dans les temples. Vous savez, on a depuis quelques années ouvert les temples. C'est un petit peu la politique que j'ai voulu initier à la tête du Grand Orient de France depuis 2 ans et demi, presque 3 ans maintenant. Et chaque année, par exemple, au siège du Grand Orient de France, rue Cadet, dans le 9e arrondissement, au moment de la nuit des musées, on ouvre notre musée, mais également les temples historiques du Grand Orient de France, le temple notamment où ont été initiés Jules Ferry, Littré, Victor Schœlcher, et les conseillers d'ordre et moi-même on fait des conférences. Eh bien, on s'aperçoit que à 10 heures du soir, je fais une conférence. On a eu plus de 2000 personnes la nuit des musées dernière, donc ce qui est très important, et en particulier des jeunes et qui viennent poser des questions, qui a un intérêt manifeste pour la maçonnerie qui se développe aujourd'hui dans cette société où les gens en effet se cherchent. Et au fond, selon vous, on peut